Bonjour Marie Barsac. Bonjour. Merci d'être venue ce matin sur France 2. On parle dans un instant de l'héritage des Jeux Olympiques et du budget en baisse de votre ministère. Un mot d'actualité internationale d'abord. Donald Trump, en réaction à l'intention de la France de reconnaître l'État de Palestine par la France, a déclaré ceci hier. Les déclarations d'Emmanuel Macron importent peu, n'ont pas beaucoup de poids. On a le sentiment que la communauté internationale, G7, Europe, n'est pas prête à suivre le chef de l'État. Écoutez, je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est que le président Macron avait annoncé qu'il allait aller vers cette solution de reconnaissance de la Palestine pour qu'on ait une solution vraiment avec deux États, la Palestine et Israël. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il faut qu'il y ait d'autres pays qui se rallient à cette cause. L'Allemagne hier dit c'est pas à court terme qu'on le fera. En tout cas, il y a encore quelques semaines devant nous, puisque l'Assemblée générale de l'ONU a lieu au mois de septembre. Et donc, du coup, ça laisse encore du temps pour dialoguer et trouver une solution. Ce qui est embêtant, c'est que personne ne propose d'autres solutions. Aujourd'hui, cette solution de reconnaissance des deux États est une solution qui permet une paix durable et qui est indispensable aujourd'hui quand on voit la situation de Gaza notamment. Les conditions de cette reconnaissance ne sont pas réunies. Cette fois, ce n'est pas un chef d'État étranger qui le dit, c'est le parti Les Républicains que dirige Bruno Retailleau. Comment convaincre le reste du monde quand on a peine à convaincre son propre gouvernement ? Écoutez, il y a des discussions au sein du gouvernement, évidemment. Vous le savez qu'il y a des pluralités de pensées dans ce gouvernement. Maintenant, le Premier ministre a dit effectivement qu'il fallait qu'il y ait de la pluralité. C'est pas gênant, mais pas ça, pour de la divergence. voix française ? Écoutez, je pense que le président de la République aura à s'entretenir avec Bruno Retailleau sur le sujet. Mais ce qui est important, c'est la voix de la France. Elle est portée par le président de la République et elle est très claire, cette voix. Il faut qu'elle continue à se faire entendre, notamment à l'étranger, pour qu'on puisse avoir évidemment plus de pays derrière cette position. L'actualité ce matin, ce sont aussi ces propositions avancées par votre collègue, la ministre de la Santé dans Le Monde, pour faire des économies. Catherine Vautrin propose de passer la période de carence de 3 à 7 jours pour les arrêts maladie et de faire financer la différence par les entreprises. Comment convaincre le patronat qui n'est pas très allant sur ce sujet, vous l'imaginez ? Oui, vous comprenez qu'en ce moment, on est en train de chercher des voies de passage pour pouvoir réduire cette dette, ce déficit. Donc aujourd'hui, tous les projets sont sur la table. On est en train de discuter. Donc le dialogue est ouvert sur tous les sujets. Moi, sur ce sujet, ce que je peux peut-être dire, parce que c'est quand même important, c'est que le sport, et on en revient au sport, est un outil formidable de prévention. Aujourd'hui, la sédentarité coûte 140 milliards à l'État par an. C'est énorme. Et donc, dans ces 140 milliards, il y a évidemment les arrêts maladie. Là, dans un premier temps, les entreprises vont devoir mais les mettre au pot. entreprises doivent aussi mener des actions pour pouvoir proposer à leurs collaborateurs de faire de l'activité physique et sportive sur le lieu de travail. Ça, c'est vraiment un enjeu majeur. Un certain nombre d'entre elles le font, elles sont aidées. Il y a une dynamique autour de ça qui commence à frémir. Mais là, je pense qu'il va falloir aller plus loin parce qu'il y a une relation directe entre l'activité physique et sportive des collaborateurs et l'assiduité au travail et les arrêts maladie. Il y a une autre idée qui est de limiter le premier arrêt de travail prescrit par un médecin généraliste à 15 jours. Est-ce qu'on ne rentre pas là dans une ère de défiance vis-à-vis des salariés ? Écoutez, aujourd'hui, on va dialoguer avec l'ensemble des acteurs et les syndicats, évidemment, sur ces enjeux-là. Vous comprenez bien qu'on est dans une situation où il faut réduire ce déficit. C'est indispensable pour qu'on puisse retrouver de la liberté d'action en France. Donc, toutes les discussions sont ouvertes. Maintenant, on ne le fera pas sans, évidemment, les partenaires sociaux sur ces sujets. Alors, puisqu'on parle budget, Madame la ministre des Sports, votre ministère n'est pas épargné. Moins 18% l'année prochaine, c'est massif. Est-ce que vous assumez ces coupes budgétaires ? Non, alors il y a une première mouture qui a été annoncée, c'est ces 18%. Aujourd'hui, je suis en discussion sur ce budget. Vous dites quoi ? C'est pas satisfaisant ? Non, aujourd'hui, c'est pas satisfaisant parce que la coupe est trop forte et la contribution du sport à l'effort collectif est proportionnellement trop fort. Le budget des sports et de la jeunesse et de la vie associative est un petit budget qui représente à peu près 2% du budget de l'État. Donc aujourd'hui, une coupe aussi forte, en revanche, a un impact massif sur la vie associative, la jeunesse et le sport. Vous avez entendu dans le journal des associations qui s'alarment. Oui, tout à fait. Sachant qu'en plus, vous le savez, il y a un effet ciseau avec des collectivités qui, elles aussi, décident de faire des coupes. Et souvent, elles choisissent des coupes dans la culture et le sport. Et donc, vous espérez obtenir combien ? Donc, écoutez, je ne vais pas vous donner de chiffres aujourd'hui. En revanche, la discussion est complètement ouverte. On a des enjeux majeurs parce que, vous le savez aussi, on est au lendemain des Jeux de Paris 2024. On va en parler. Avec le président de la République, il y a eu des engagements qui ont été très forts, qui ont été poussés. Le plan équipement, 5000 équipements, le premier 2022-2024 et maintenant le deuxième 2024-2026 qui est en plein... Qui est réduit.
qui est en plein exercice, qu'il faut continuer à maintenir parce qu'il y a une envie des Français aujourd'hui, il est pour faire réduit. du sport. La mouture budgétaire n'est pas terminée. Donc cette année, vous le savez, sur 2025, il y a eu des nouvelles réserves qui ont été faites et des gels qui ont été faits en cours d'exercice du budget. Donc effectivement, ça a eu un impact assez limité à ce stade. Mais pour 2026, je suis pleinement mobilisée pour qu'on trouve le bon équilibre pour le budget des sports, de la jeunesse et de la vie associative. Quand on coupe les crédits du sport comme ça l'asphyxie. C'est dangereux, dit hier votre prédécesseur Amélie Oudéa-Castéra. Vous pourriez reprendre ces mots? En fait, ce qui est important de comprendre, c'est que le budget des sports, il est important parce que quand on investit 1 euro dans le sport, en fait, on fait économiser 13 euros de dépenses publiques. Et ça, c'est important parce que finalement, je vous l'illustrais tout à l'heure avec les dépenses de santé, le sport en tant qu'outil de prévention, de sport santé, a vraiment un impact majeur sur les dépenses publiques donc des entreprises, mais aussi de la caisse d'assurance maladie. Le sport est utile aussi pour retrouver un emploi. On l'a vu avec Paris 2024, on en parlera peut-être des programmes en héritage, mais ce programme avec des job dating du stade vers l'emploi qui permet à des demandeurs d'emploi de trouver un emploi sur un terrain de sport, ça permet aussi de réduire finalement les allocations chômage des demandeurs d'emploi. Donc le sport a vraiment un levier énorme de réduction de la dépense publique, c'est pour ça qu'il faut investir. Et en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que le budget des sports, c'est un budget d'investissement. Il y a un an, jour pour jour, la cérémonie d'ouverture des JO de Paris, vous n'étiez pas encore ministre des Sports, mais vous étiez dans le comité d'organisation. Qu'est-ce qui reste des Jeux Olympiques de Paris aujourd'hui ? Il reste d'abord matériellement pas mal de choses. Aujourd'hui, on va avoir la chance de montrer à Chrissy Coventry, la nouvelle présidente du CIO, les statuts, qui sera à Paris, les statuts des femmes, par exemple, que vous vous souvenez, qui étaient apparus sur la scène pendant la cérémonie, mais également le centre aquatique olympique, qui aujourd'hui est ouvert au grand public depuis le mois de juin. Donc, ce centre aquatique qui avait accueilli des compétitions de water-polo et de natation artistique. Il y a aussi donc 18 bassins qui ont été laissés en héritage à la Seine-Saint-Denis. Vous savez que la ville de Saint-Denis, typiquement, aujourd'hui, a dépassé la moyenne nationale en termes de nombre d'habitants par rapport au nombre de bassins, ce qui est assez phénoménal puisque c'était l'avant-dernier département, la Seine-Saint-Denis, sur le sujet. La Cour des comptes a alerté il y a quelques jours, quelques semaines, sur la facture globale, estimant à 6 milliards à peu près la facture publique. Est-ce qu'on avait les moyens de se payer ces JO ? En fait, le rapport de la Cour des comptes, c'est un rapport qui parle aujourd'hui, c'est intermédiaire, puisqu'il ne parle que des dépenses. Il n'intègre pas, et ça sera pour la version du mois d'octobre, la Cour des comptes produira un nouveau rapport. Les recettes, nous, on a fait une étude d'impact sur les Jeux de Paris 2024 et c'est 7,1 milliards d'euros en termes d'études d'impact net, de richesse nette pour la région Île-de-France. Donc, il y a vraiment aujourd'hui un retour sur investissement pour la région Île-de-France du fait de l'organisation des Jeux. Mais l'organisation des Jeux, dans la dépense annoncée par la Cour des comptes, il y a des dépenses qui n'ont quand même rien à voir avec les Jeux. Quand on parle de la ligne 14, cette ligne 14, elle était prévue avant même le fait que Paris 2024 soit candidat aux Jeux. J'étais dans le comité de candidature. Ce n'était pas un critère pour nous, pour aller chercher des voix au CIO que d'avoir la ligne 14. On est contraint par le temps. Une dernière question. Le Tour de France féminin va s'élancer ce soir de Bretagne. C'est une première pour la championne olympique Pauline Ferrand-Prévot. Est-ce qu'elle peut l'emporter ? Oui, je crois qu'elle s'est donné 3 ans pour l'emporter, mais moi je suis certaine qu'elle peut le faire dès cette année. En tout cas, j'irai la soutenir mardi, puisque je trouve très important de soutenir le sport féminin. Je trouve que c'est formidable que Pauline Ferrand-Prévot se lance sur le Tour de France féminin. Ça va lui donner un écho médiatique forcément très important. Et on le sait, le sport féminin est une vraie locomotive pour la pratique féminine des jeunes filles. Donc c'est une très bonne nouvelle. Et ce sera à suivre forcément sur France Télévisions. Merci beaucoup, Madame la Ministre, d'être passée nous voir ce matin dans les 4V.